Bonjour, ravi de vous retrouver à travers cette nouvelle présentation télévisée. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une question de forme et de méthode. Vous savez, en droit, la question de la forme, la question de la méthode est cruciale et fondamentale. Devant un tribunal, l'affaire est jugée sur le fond comme sur la forme. Elle n'est pas jugée uniquement sur le problème, le litige, mais aussi sur la forme. Alors si vous ne respectez pas la forme, si vous ratez un principe, une formalité, vous risquez de rater toute l'affaire et de perdre toute l'affaire. Dans les examens aussi, vous serez évalué aussi bien sur la forme que sur le fond. Et le jour de l'examen, la question à laquelle on pourra vous demander de répondre, pourrait prendre une de ces quatre formes. Ça peut être une question directe, donc c'est question-réponse, et dans ce cas on va vérifier est-ce que vous avez la capacité de donner une réponse précise et concise. Deuxième forme, la dissertation juridique. Alors là on va vous demander de faire un sujet, c'est l'objet de cette présentation. Troisième forme, c'est la consultation juridique ou ce qu'on appelle aussi le cas pratique. Alors dans ce cas, on essaie d'évaluer est-ce que vous avez l'aptitude à appliquer vos informations, vos connaissances juridiques sur un cas pratique, sur le terrain. Et enfin, nous avons le commentaire d'un arrêt rendu par un tribunal. Donc nous avons quatre types de questions. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la dissertation juridique, c'est-à-dire écrire un sujet. Alors, la dissertation juridique, c'est une méthode particulière qu'il convient de comprendre et d'apprendre parce que nous, en droit, on est un peu sévère, on est un peu strict sur la question de la rigueur et de la procédure. Donc, une fois que vous êtes confronté à une question de dissertation juridique, automatiquement, vous allez réfléchir à comment je vais m'y prendre, quelles sont les étapes à suivre pour réussir une telle épreuve. Avant de voir ces étapes, essayons d'abord de comprendre la philosophie et l'intérêt et la portée de la dissertation juridique. On peut dire que la dissertation juridique, c'est une démonstration. La dissertation juridique, c'est une démonstration. Alors, qu'est-ce que vous allez démontrer? C'est une démonstration dans le sens d'une réponse argumentée à une question juridique. Une réponse argumentée à une question juridique. Et ces arguments sont classés selon une certaine logique. Donc, la dissertation juridique, c'est une démonstration logique, c'est une logique de réponse. On cherche donc à travers la dissertation juridique à évaluer non pas seulement vos connaissances, mais aussi, et peut-être je dirais surtout, vos aptitudes méthodologiques, c'est-à-dire vos capacités au raisonnement, vos facultés d'argumentation et de synthèse. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande et c'est ce qu'on attend de vous au niveau des études supérieures. Attention, ce n'est pas sorcier, hein. On peut le faire, c'est simple, mais à condition de suivre un certain nombre d'étapes que nous allons voir ensemble. Rappelons de prime abord que la dissertation juridique, c'est un sujet, c'est-à-dire une introduction et un développement. Une introduction et un développement. Et ce développement est rédigé sous forme d'un plan. Il est structuré autour d'un plan. Donc la question cruciale dans la dissertation juridique, c'est comment je vais trouver le plan. Alors on va essayer de répondre à ces questions. Donc, comment je peux faire une bonne dissertation juridique? Alors là, il y a des étapes que nous allons essayer de suivre ensemble. Alors, première étape, bien évidemment, et je dirais c'est une étape naturelle qu'on ne peut pas sauter, c'est qu'il faut lire le sujet. Lire le sujet. La lecture du sujet. Alors ça, c'est fondamental, c'est la phase de départ. Pourquoi cette lecture est fondamentale? Alors d'abord, ça va vous permettre de comprendre c'est quoi la question posée. Quel est le thème à traiter à travers ce sujet? Donc vous allez localiser, vous allez définir, vous allez identifier le sujet à traiter, la question à laquelle vous devez répondre. Alors généralement, le sujet, il est posé soit sous forme d'une question, soit c'est un sujet ouvert. À titre d'exemple, on peut vous poser la question quelles sont les compétences du roi en période exceptionnelle? Ça, c'est un sujet
déjà posée sous forme de question. Donc la question est déjà formulée. Comme je peux vous donner le sujet sous la forme affirmative. Les compétences du roi en période exceptionnelle. Et ça serait à vous de reformuler le sujet sous forme d'une question, et ça serait la question que vous allez devoir traiter par la suite. La lecture du sujet vous permet aussi de localiser les parties du cours que vous allez devoir utiliser comme instrument d'argumentation. Donc, je cherche dans mon cours que j'ai appris et que j'ai compris et j'essaie de trouver quelles sont les parties, quels sont les paragraphes que je vais devoir utiliser pour répondre à ce sujet. Donc, je maîtrise d'abord la question à laquelle je vais répondre et je détermine, je localise les parties du cours que je vais utiliser dans l'argumentation. La deuxième étape après la lecture du sujet, c'est la recherche. Sur la feuille de recherche, je vais devoir mettre toutes les informations et les connaissances que j'estime nécessaires pour répondre à un tel sujet, c'est-à-dire les informations que j'ai apprises dans le cours. Alors là, je vais les mettre sur la feuille de recherche. C'est un travail de brainstorming qui me permet justement de rapporter toutes ces informations et je vais les mettre sur la feuille. Ce n'est pas la peine de les classer, ce n'est pas la peine de les organiser. Dans cette étape, c'est juste on va mettre devant nous les informations dont je dispose pour que je puisse répondre à tel sujet. Troisième étape, je vais passer à l'organisation de mes idées. Je vais commencer l'organisation de mes idées. Je vais essayer de chercher des blocs. Je vais essayer de chercher des blocs ou bien des axes. C'est-à-dire, à travers les informations et les données et les connaissances mises sur la feuille de recherche, comment je peux déchiffrer, deviner des blocs, des axes. C'est-à-dire, des blocs ou des axes, ça veut dire que ce sont des informations, des données, des connaissances qui se rapprochent les unes des autres. Des données qui se rapprochent les unes des autres. Alors je vais les mettre dans un bloc. D'autres données, d'autres informations qui se rapprochent, c'est un autre bloc, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. D'accord ? Alors si je prends par exemple les compétences du roi à titre d'exemple, alors je constate que parmi les éléments que j'ai trouvés dans la recherche, il y a des éléments qui traitent la compétence du roi en période normale. Mais il y a d'autres informations qui traitent la compétence, bien les compétences du roi en période exceptionnelle. Alors automatiquement, j'ai deux blocs. Un bloc ou bien un axe, les compétences du roi en période normale. Un autre bloc, un autre axe, les compétences du roi en période exceptionnelle. Vous voyez, donc j'ai un peu dégagé deux blocs, étant donné qu'il y a des informations, des connaissances qui se rapprochent les unes des autres. Donc je vais les mettre à part dans un bloc, dans un axe à part. Souvent, j'essaie de présenter aux étudiants la métaphore de l'armoire. C'est quoi cette métaphore de l'armoire? C'est qu'on vous demande d'organiser votre armoire, votre placard. Et là, vous allez essayer de les ranger selon une certaine logique. Alors là, vous allez mettre les chaussettes avec les chaussettes, les chaussures avec les chaussures, les chemises avec les chemises, les pantalons avec les pantalons. Vous voyez, vous êtes en train d'organiser, vous êtes en train de dégager des blocs, des axes. C'est un peu pareil. J'essaie de trouver des axes, des blocs, c'est-à-dire des informations qui se rapprochent et je les mets ensemble. Ça va être un bloc, ça c'est un autre bloc. Et je trouve un raisonnement, un lien de raisonnement, un lien logique de raisonnement, un fil conducteur pour lier ces blocs. Alors je présente par exemple en période normale, en deuxième partie en période exceptionnelle. Alors une fois j'ai dégagé ces blocs, automatiquement je n'aurai aucun problème à faire un plan. Souvent, le grand souci des étudiants, c'est de trouver le plan. Sur tous les niveaux, que ce soit au niveau de la licence, du master, du doctorat, je veux un plan, je veux un plan. Mais un plan, on ne l'invente pas comme n'importe comment. Un plan, ça se construit sur ces blocs et sur la recherche que vous avez effectuée. Donc une fois j'ai mes blocs, je peux facilement mettre au point mon plan. C'est-à-dire mes blocs, je vais les mettre sous forme de parties. Alors là, au niveau du plan, nous, dans la méthode francophone, qui est un peu rigide,
une sorte d'orthodoxie en matière de méthodologie, on oblige les étudiants, dans la mesure du possible, à faire un travail en deux parties. Faire un travail en deux parties. C'est-à-dire, tous ces blocs que j'ai dégagés, je vais les mettre en première partie et en deuxième partie. Une première partie et une deuxième partie. Et pourquoi on oblige les étudiants à faire uniquement deux parties? Parce que de cette manière, on développe chez eux la faculté de synthèse. Comment l'étudiant pourrait, en deux parties, condenser, synthétiser, axiomatiser l'ensemble des informations qu'il a sur tel ou tel sujet. Donc j'ai deux parties, et par la suite, chaque partie, je vais la subdiviser en deux sous-parties, grand A et grand B, grand A et grand B. On aura l'occasion par la suite de voir un exercice pratique. Donc votre plan que vous avez dégagé de ces blocs s'articule autour de deux parties. Chaque partie est en principe, dans la mesure du possible, est divisée en grand A, grand B, un grand C, pourquoi pas, grand A, grand B aussi. Donc là, vous remarquez qu'il y a un équilibre physique, mais aussi un équilibre du contenu entre la première et la deuxième partie. Donc je vais mettre les compétences du roi en période normale, deuxième partie, les compétences du roi en période exceptionnelle. Là, je peux mettre par exemple ses compétences en matière politique, ses compétences en matière administrative. Là, les compétences exceptionnelles, je peux d'abord parler de l'exception, c'est quoi l'exception? Et deuxièmement, quelles sont les compétences du roi en période exceptionnelle? Et vous voyez qu'il y a un raisonnement, qu'il y a un fil conducteur sur l'ensemble de ce travail. Donc, il ne faut pas s'affoler, hein? Il ne faut pas aussi non plus s'aventurer sur un plan dès le départ. Non, il faut faire d'abord les blocs, c'est fondamental, les axes, et par la suite, ces axes, ces blocs, je vais les transformer en première et en deuxième partie, et ça va être mon sujet. Alors voilà, j'ai mon plan. Ensuite, après cette phase, je passe à l'introduction. Ça peut vous surprendre, on a fait le plan et puis on cherche l'introduction. C'est normal. On ne peut pas introduire un sujet qu'on ne connaît pas encore. Je dois d'abord maîtriser la structure de mon sujet. Ensuite, introduire mon sujet. Alors, une fois j'ai dégagé mon plan, je n'ai rien rédigé. Hein, je n'ai rien rédigé pour le moment. J'ai juste dégagé mon plan. J'ai juste précisé les axes fondamentaux de la recherche. D'accord? Et j'ai effectué un plan, grand 1, grand 2, etc. Maintenant, je vais introduire ce plan. Alors, on passe à l'introduction. Dans la dissertation juridique, l'introduction n'est pas libre. L'introduction est soumise à des conditions. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'on doit obligatoirement trouver dans votre introduction. Et n'oubliez pas, l'introduction, c'est le début de votre travail. Et donc, il faut soigner ce début de votre travail. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'introduction? On va trouver 6 éléments. Ou bien, on va devoir trouver 6 éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la phrase d'accroche. La phrase d'accroche, qu'on appelle aussi le stimulus. Le stimulus. Phrase d'accroche au stimulus, et comme son nom l'indique, stimulus, ça stimule. Donc c'est la première phrase de votre introduction. C'est la première phrase qui va introduire votre introduction. Et donc son objectif, c'est de éveiller l'intérêt du lecteur, attirer le lecteur. Donc c'est fondamental. Qu'est-ce que cette phrase d'accroche? Qu'est-ce que ce stimulus? Ça peut être une citation, ça peut être un événement, une actualité, un article de droit. Bref, dans ce cas, on vous demande un peu de puiser dans votre culture générale et de trouver quelque chose qui est de nature à attirer l'intérêt de votre lecteur. Attention, soit vous avez les moyens de faire une bonne phrase d'accroche, soit ne la faites pas du tout. Vous pouvez sauter cette étape. Donc c'est bien d'avoir une phrase d'accroche, mais si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas la culture générale pour faire une telle phrase,
ne la faites pas. Ne la faites pas. Alors, une fois on a fait la phrase d'accroche, ou bien on l'a raté, donc on passe cette étape, on passe à la deuxième, qui est les définitions. Les définitions, c'est-à-dire je vais définir les mots clés du sujet. Les mots clés du sujet. Alors, lorsqu'on parle période, la compétence du roi en période exceptionnelle, le mot clé c'est période exceptionnelle, pas définir comme même le roi. Mais le mot période exceptionnelle c'est très important, donc je dois le définir. Et c'est une définition presque brève mais claire. Ça doit être une définition claire. Pourquoi pas? Parfois j'ai recours à 2, 3 définitions, notamment de la doctrine, s'il y a plusieurs auteurs qui ont donné des définitions plus ou moins différentes ou qui se rapprochent plus ou moins. Alors ça doit être des définitions claires et précises. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'intérêt du sujet. L'intérêt du sujet. Attention, dans l'introduction, je ne vais pas mettre 1, 2, 3. Non, c'est juste des paragraphes. C'est juste des paragraphes, mais implicitement, je suis en train de faire la phrase d'accroche, implicitement la définition, implicitement l'intérêt du sujet. Donc je ne mets pas des intitulés, des 3, 2, 1, 4. Non, on ne le fait pas dans l'introduction. Ce sont des paragraphes qui s'enchaînent et qui s'articulent. Donc c'est l'intérêt du sujet. Alors l'intérêt du sujet, c'est en quelque sorte, vous êtes en train de brosser dans le sens du poil du lecteur. Brosser dans le sens du poil du lecteur. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire au lecteur que mon travail est intéressant, ça va vous intéresser. Et en quoi mon travail est intéressant? Qu'est-ce que ça va vous rapporter à travers sa lecture? Donc, vous attirez encore son intérêt et son attention sur votre sujet et comme quoi c'est un sujet d'actualité juridique ou politique ou économique, etc. Donc, c'est l'intérêt du sujet et c'est une autre manière d'attirer le lecteur et de le sensibiliser à l'intérêt de votre dissertation juridique. Une fois que vous avez fait l'intérêt du sujet, vous passez au quatrième point qui est la problématique. La problématique de votre sujet. La problématique, c'est tout simplement, vous devez reformuler le sujet sous une forme interrogative. Reformuler le sujet, les compétences du roi en période exceptionnelle à titre d'exemple, en formule interrogative, c'est-à-dire poser une ou deux questions. Poser une ou deux questions. Et ce sont ces questions, bien à ces questions, que vous allez répondre dans le plan que vous avez déjà élaboré, que vous avez déjà établi. Donc le plan, c'est la réponse à cette problématique. Dans la première partie, dans la deuxième partie, je dois trouver une réponse à cette problématique. D'accord? Sinon, si par exemple la première partie, elle est bonne, mais ne répond pas à cette problématique, on va la considérer comme hors sujet. Hors sujet, ça veut dire cette partie ou cette autre partie ne répond pas à cette problématique. Donc cette problématique, il faut absolument la considérer comme le fil conducteur de votre travail. Donc je dois la poser sous forme interrogative. Et attention, la problématique c'est le cœur de votre introduction. C'est l'élément le plus important de votre introduction. Donc ça doit un peu flasher. Aussi bien au niveau de sa rédaction, il faut trouver une bonne rédaction de votre problématique, même au niveau physique. Ça doit flasher au niveau de votre feuille. Donc là, on peut sauter une ligne avant, une ligne après la problématique. Comme ça flash, ça attire l'attention du lecteur parce que le lecteur va chercher votre problématique. Est-ce que vous l'avez posée? Est-ce que vous l'avez bien formulée ou non? Cinquième élément dans l'introduction, c'est la délimitation. Du sujet. La délimitation du sujet. La question est ici, est-ce que j'ai le temps et est-ce que j'ai les ressources et les informations pour pouvoir trouver tout ce qu'il faut pour répondre à tel ou tel sujet? Est-ce que je suis capable de traiter le sujet dans
ces différentes facettes. Ou non? Bien évidemment, je ne peux pas. Pour des raisons de temps, mais aussi pour des raisons d'information. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout traiter. Donc je vais devoir délimiter mon sujet. Délimiter mon sujet. Je me rappelle, dans ma deuxième année de licence, en matière de droit pénal général, on avait cette question, l'infraction. C'était ça la question posée. Sujet, dissertation juridique, l'infraction. En 3 heures. Est-ce que vraiment en 3 heures, je peux parler de tous les éléments de l'infraction? Impossible. Donc automatiquement, je dois faire une délimitation, c'est-à-dire que je vais traiter tel ou tel élément, mais je vais délaisser tel ou tel élément. Donc c'est une manière de délimiter, et c'est très important pour les étudiants, donc ça vous permet de maîtriser davantage l'ossature de votre travail. 6e et dernier point de l'introduction, c'est l'annonce du plan. C'est l'annonce du plan. Le plan que vous avez déjà établi, le plan que vous avez déjà rédigé. Maintenant, je vais l'annoncer. Alors, qu'est-ce que je vais annoncer? Je vais annoncer juste les 2 parties. Rappelez-vous, le plan est composé d'une partie subdivisée en A et B, une deuxième partie subdivisée en A et B. Non, je vais annoncer juste la première partie, l'intitulé de la première partie et de la deuxième partie. Alors, je vais dire, pour répondre à cette problématique, il convient de voir dans une première partie tel axe, avant de voir dans une deuxième partie tel axe. Et lorsque je dis tel axe, je mets entre parenthèses grand 1, tel axe entre parenthèses grand 2. Donc je suis juste en train d'annoncer mes 2 parties. C'est tout. Et automatiquement par la suite, je passe à la rédaction de développement. C'est-à-dire ce plan maintenant, je vais le détailler, ce qu'on appelle le développement. Dans cette introduction, il y a 6 éléments. Parfois, si vous avez des éléments historiques, c'est-à-dire sur la genèse, sur l'évolution du problème juridique posé, vous pouvez l'ajouter, soit après la définition, soit après l'intérêt du sujet. Sinon, ce n'est pas la peine, on peut se contenter de ces 6 éléments. Rappelons encore une fois que la phrase d'accroche, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il n'est pas indispensable. Vous pouvez vous en passer si vous n'avez pas une bonne phrase d'accroche. Alors, une fois j'ai terminé mon introduction, je passe à la rédaction du développement. Alors, c'est quoi le développement? Je le répète encore une fois, c'est ce plan, maintenant, que vous avez déjà établi, maintenant vous allez le détailler, vous allez rédiger. Donc, je prends la première partie, grand A, grand B, et deuxième partie, grand A, grand B. Et je vais détailler, je vais mettre des paragraphes maintenant dans le grand A, des paragraphes dans le grand B, etc., etc. Alors là, il faut bien évidemment respecter des règles d'enchaînement logique, une certaine fluidité dans la rédaction, c'est fondamental. Et aussi, il faut éviter d'avoir 2 intitulés qui se suivent. Éviter d'avoir 2 intitulés qui se suivent. Alors là, j'ai la première partie, je vais écrire l'intitulé de la première partie. Et je vais revenir à la ligne. Alors là, je ne vais pas passer directement à A. Je vais mettre ici une petite introduction. Entre le grand 1 et le grand A, je vais mettre une petite introduction. Pareil, ici, dans la deuxième partie, j'écris l'intitulé, je reviens à la ligne et je mets une petite introduction qui s'appelle un chapeau. On ne va pas écrire un chapeau, mais on va écrire une phrase, 2 phrases qui introduisent A et B et qui s'appellent un chapeau. Alors dans ce chapeau, qu'est-ce que vous pouvez faire? Juste présenter A et B. Dans cette partie, nous allons voir tel point et tel point. C'est suffisant. Parfois, vous avez un élément pour lequel vous avez du mal à recaser. Où est-ce qu'on va le mettre exactement? D'accord? Alors là, il est possible de le mettre dans ce chapeau, et c'est possible. Sinon, vous vous contentez de mettre uniquement dans cette partie, nous allons voir tel point, et vous passez à grand A et vous commencez la rédaction. Une fois vous terminez votre plan, vous passez à la conclusion. Attention, la conclusion n'est pas obligatoire.
La conclusion est facultative. Je peux la faire ou ne pas la faire. Supposons que vous avez choisi de faire une conclusion, de conclure votre travail, faire une conclusion à la fin. Alors, évitez deux choses. La conclusion n'est pas une répétition. Il ne faut pas répéter un élément déjà dit dans l'introduction ou bien dans le développement. Non, c'est faux. D'accord ? La conclusion n'est pas un résumé. C'est pas dire, au terme de ce travail, nous avons vu. Non, on ne le dit pas et on ne le fait pas. Soit vous avez une bonne conclusion, soit ne la faites pas. D'accord ? Et la conclusion, essentiellement, c'est une ouverture. Il faut ouvrir le sujet sur un autre sujet et souvent, il est conseillé aux étudiants de faire la chose sous forme d'une question. Donc évitez les résumés et évitez les répétitions. Juste une ouverture sur un autre sujet plus ou moins lié à, par exemple, on a traité les compétences du roi en période exceptionnelle. On peut dire, qu'en est-il de ces compétences en période normale? Mais ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas à vous de le traiter. Voilà, peut-être vous avez deviné l'intérêt et l'importance de cette présentation de la dissertation juridique. C'est que les juristes aiment la rigueur, aiment la procédure, aiment les preuves, aiment la démonstration. Et justement, la dissertation juridique permet de développer, de forger chez vous l'esprit du juriste. Sur ce, je vous dis bon courage et à très bientôt.